dans le sillage de Calypso, le fleuve Amazone. C'est lui le premier, dans la série de films sur l'Amazone, m'a montré ce que c'était que l'Amazone et la fragilité de l'Amazone. Éric Orsena, écrivain. Et qu'il énonce la première fois les gens qui sont les chercheurs d'or et qui balancent des litres et des litres de mercure. Voilà, donc ce sont des gens, comme dit Nicolas Bouvier, qui nous donnent l'usage du monde et qui nous disent mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de ne pas se bouger. Quand je pense qu'il y a des gens qui ne quitteront jamais leur ville, qui n'iront pas de l'autre côté de la montagne, de l'autre côté de la colline pour voir ce qu'il y a. Et c'est vrai que mourir, c'est désagréable. Mais mourir en disant « tiens, j'ai pas été là où j'aurais pu aller », c'est plus que 2 fois mourir. L'Amazone charrie le 5e des eaux douces de la planète. Son embouchure mesure 350 km de large. Le débit est énorme, 300 milliards de litres à l'heure. Un environnement radicalement différent des autres expéditions. Il y avait des difficultés spécifiques à l'Amazone. Sur un fleuve, d'abord, il y avait beaucoup de courants qui pouvaient nous emporter si le bateau se mettait à travers. Il y avait surtout des branches, des feuilles. Il fallait faire très attention aux filtres du moteur. Jean-Marie France, chef mécanicien. Alors, le matin, quand on avait mouillé dans la nuit, le matin, il fallait nettoyer les hélices. J'avais l'impression dans les deux d'être sur une autre planète. Là, au milieu de l'Amazone, on ne voit pas les bords. Le radar ne donne rien parce que les arbres sont trop bas. Il n'y a pas d'éco-radar. Et ce qui m'a le plus choqué, c'est la surprise, disons. C'est la différence entre la saison des pluies et la saison sèche. Le niveau du fleuve monte de 13 mètres. Alors, quand on passe la saison sèche, qu'on voit les berges, 13 mètres d'eau, c'est pas ça. Et quand on est redescendu, tout était noyé. La nuit, si on allume un petit feu de rien du tout, il y a des millions, je n'exagère pas, d'insectes. On était obligé de mettre des grillages sur les vitres. On ne peut même pas manger, on ne peut pas parler, rien. Et là, Calypso est remonté tout le long de l'Amazone sur 3000 km, je crois, c'est-à-dire jusqu'au Pérou. Yves Slotnica, ingénieur du son. Et c'est aussi une expédition qui a duré très très longtemps, qui a duré 1 an et demi à peu près. On a passé beaucoup de temps à chercher de l'eau claire qu'on ne trouvait jamais. Par contre, on a eu de très belles images d'ambiance de la caméra qui se promène sous l'eau, entre les racines. Et puis, on a pris des dauphins. C'était surtout ce qu'on appelait des dauphins roses. On les voit sur l'Amazone. Ils sont très rapides, très malins. Ils restent très peu à la surface. Albert Falco, plongeur. Et on aurait voulu les filmer, les photographier. Et là, encore une fois, Cousteau a dit, bon, écoutez, on va capturer, on va les mettre dans un petit bassin d'eau claire, parce que l'Amazone est boueuse. Et c'est ce qu'on a fait. J'avais tous les moyens, hélicoptères, hydravions. J'en ai capturé, je les ai emmenés dans un cours d'eau plus clair qui avait 3 mètres de visibilité. Et là, enfin, on a pu les voir de près, les filmer, les photographier. Et tout de suite après, on les a libérés et rendus à l'Amazone. Et la corvée, c'était d'aller à la pêche pour trouver des poissons pour ces dauphins. C'est à cette occasion-là que j'ai appris que les poissons-chats poussaient des cris sous l'eau. Parce que j'avais mis un hydrophone, c'est un micro étrange, à l'intérieur du filet qu'on avait mis à l'eau pour pêcher des poissons. Et au fur et à mesure que le filet se refermait, les poissons-chats se rapprochaient de l'hydrophone et leurs cris devenaient de plus en plus angoissés et intenses. Et on a sorti le filet, qu'on a mis à bord du Zodiac, et là, les cris continuaient. Comme l'ont vécu Bombard, Herzog et d'autres aventuriers, malgré une bonne connaissance du milieu à explorer, il y a ce que l'on ne maîtrise pas, l'inconnu. Cet inconnu qui fascine et fait parfois oublier le danger. Oui, sur l'Amazone, c'est assez amusant ça aussi. On faisait le quart de nuit avec Ange Le Gall. Ange Le Gall, c'était un de mes mécaniciens, il me dit, viens voir, il y a un anaconda qui veut monter à bord. Alors, on était au mouillage,
Et il y avait la forêt qui était pas loin, qui était éclairée par nos projecteurs. Et qu'est-ce que je vois arriver? Une espèce de truc jaune avec des taches noires. Et quand c'est approché, j'ai vu qu'il y avait des oreilles. J'ai dit, les anacondas, ça n'a pas d'oreilles. Ce n'est pas d'anaconda. Non, c'était un jaguar. Un jaguar ou un cougar, ou un puma, tout ce qu'on a, une grosse bête comme ça, quoi. Puis il voulait monter à bord. Hein. Un âge qui est très courageux, il a pris une serpillière et un balai brosse pour le repousser. On n'a pas repoussé, on l'a laissé monter. Le matin, on s'est fait engueuler par les cinéastes parce qu'on ne l'avait pas gardé pour qu'on puisse le filmer. C'est pas facile, hein. Des histoires de calypsiens. C'était effectivement un peu dangereux et surtout lorsqu'on a été voir une tribu qui s'appelait les Matis. Donc on est arrivé dans cette tribu où on a été très bien accueillis d'ailleurs. Ils nous ont montré leur arc, leur façon de tirer à la sarbacane. Ils nous ont montré comment ils faisaient leur boisson à base de manioc. C'est-à-dire il y avait des vieilles dames qui édentaient, qui mâchaient le manioc jusqu'à ce que ça devienne une bouillie. Et puis ensuite, c'était conservé pendant un jour ou deux pour que ça fermente. Et puis ensuite, on nous a servi à boire. Puis on est reparti le lendemain en disant qu'on reviendrait pour rester plus longtemps, avec plus d'équipement, d'ici quelques mois. Entre-temps, ils ont été déplacés vers un autre endroit. Et d'ailleurs, on a appris qu'ils avaient tué 2 mecs de la Funai. Donc, ils tuaient assez facilement quelqu'un. Avec nous, ils ont été très gentils, on a eu de la chance.